Bonsoir à tous et merci de nous retrouver ce soir sur Nurea TV. Je suis très heureux de vous revoir les Nuréens. Enfin, ça y est, il est sorti, cet ouvrage OVNI et extraterrestres au service de l'État. Ça fait un petit moment qu'on vous en parle et ce soir, on vous propose une première émission pour découvrir le contenu de ce livre. On se retrouve tout de suite en compagnie d'Anaël Parks. Bonjour Anaël, merci de nous retrouver sur Nurea. Je suis vraiment très heureux de t'avoir parmi nous. Bonjour Guillaume, bonjour les Nuréens, c'est un immense plaisir et un honneur de vous retrouver encore aujourd'hui. D'autant plus que cette émission, on l'attendait parce que, bon, vous l'avez vu les Nuréens, on a passé plus d'un an avec, je crois, 7 émissions pour détailler cet ouvrage excellent, Black Programme, OVNI et base souterraine. On l'a épluché en long, en large et en travers. Et encore un grand merci à Naël parce que tu as vraiment partagé énormément d'infos sur ce bouquin avec nous. Et puis, lors des dernières émissions, on avait commencé à annoncer la sortie du petit frère qui allait pas tarder. Le voici, enfin, il est arrivé. OVNI et extraterrestres au service de l'État. Et un peu comme on a fait sur Black Programme, on a prévu tous les deux tout un tas d'émissions pour parcourir cet ouvrage. Je ne rappellerai jamais assez que les émissions ne remplacent pas les livres, qu'on ne peut pas partager non plus toutes les infos, pas qu'Anel ne le veut pas, mais parce qu'un livre c'est beaucoup plus dense et condensé en informations qu'une simple émission vidéo. Mais en tout cas, on a prévu de faire plusieurs émissions sur différents thèmes que tu abordes dans ce livre OVNI et extraterrestres au service de l'État. Et ce soir, c'est la première émission qu'on va lui consacrer. Donc un grand merci encore une fois de venir partager ton enquête, tes recherches avec nous. Merci infiniment Guillaume et merci aux Nuréens qui vont prendre le temps de se plonger avec nous sur ce thème particulièrement cryptique et parfois même, je dirais, totalement inconnu du milieu francophone, qui est le heirloom. Vraiment, comme tu le signalais, c'est important, si vous avez la possibilité, vous, d'acquérir l'ouvrage pour votre curiosité personnelle, d'approfondir certains pans qui ne sont développés qu'à l'intérieur de l'ouvrage pour des questions aussi, il faut bien le dire, on aborde des sujets un petit peu confidentiels, disons-le, qui pourraient faire tiquer certaines formes de modération, disons cela, et d'autre part, vous permettez, encore une fois, à un éditeur indépendant francophone et à des auteurs de vivre de leur plume, ce qui n'est pas peu dire par les temps qui courent. Donc encore merci à ceux qui font le plaisir, voilà, l'honneur et le plaisir d'acquérir cet ouvrage, voire même de l'offrir. Peut-être c'est un petit peu tôt pour les fêtes, mais pourquoi pas envisager un cadeau. Oh, je crois que les gens vont pas tarder là à commencer à s'inquiéter des cadeaux à offrir à leurs proches. Et effectivement, un bon livre, c'est toujours un cadeau, on ne peut pas se tromper. Donc moi aussi, je peux que vous encourager. Et tu l'as dit, c'est important de soutenir et le milieu de l'édition parce qu'on ne se cachera pas, l'édition depuis l'avènement d'Internet, elle a pris un petit coup dans l'aile. Et puis les auteurs qu'il y a derrière, tout le travail que ça représente. Ce travail, Anaël, c'est un peu comme sur Black Programme. T'as parcouru des kilomètres et des kilomètres de rapports déclassifiés, de documentation qui ont déjà un certain temps, parce que là, le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, Heirloom, c'est pas un sujet qui date des 20 ou 30 dernières années, c'est beaucoup plus ancien, et on va voir que ce thème de la manipulation mentale, il est beaucoup plus ancien et ancré dans nos sociétés que ce qu'on voudrait croire. Donc j'imagine qu'il y a un travail de rat de bibliothèque assez immense derrière tout ça.
Merci de le préciser, Guillaume. C'est vrai qu'il y a mes deux casquettes. Il y a la casquette intuitive que certains connaissent. Et oui, j'exerce aussi au titre de médium, ce qui ne m'empêche pas, notamment dans des ouvrages comme OVNI, de vraiment simplement m'en tenir aux faits, rien qu'aux faits, d'être dans un travail d'archives. C'est vrai que ben, j'ai souvent la joie de travailler sur des documents forts anciens. Donc pour ceux qui développent l'hypothèse et que je trouve très saine et que moi-même j'aborde souvent en conscience, qui est peut-être qu'on a placé devant moi des éléments pour que je tombe inopinément dessus et que je développe mon analyse. Non, c'est des choses déclassifiées auxquelles j'ai eu accès, qui certaines ont eu plus de 40 ans, plus de 60 ans. J'étais pas du tout là hein, quand ça s'est fait, donc s'il vous plaît, ça n'a Oui. rien à voir avec moi. Et c'est souvent des choses très rarement portées à la connaissance du public, d'où l'intérêt de mon œuvre, c'est de vous apporter de l'inédit sur des sujets pourtant tombés vraiment, je dirais, au cœur de notre société. Le contrôle mental, le développement de technologies anachroniques, les ovnis, les extraterrestres. Je suis toujours très étonnée d'être, bah, je dirais, une des premières, une des rares, souvent, à apporter à votre connaissance bah, les éléments qui se trouvent dans cet ouvrage. Une remarque aussi que je voulais faire, c'est pour recontextualiser un peu, parce on l'avait déjà découvert dans Black Program, la trame de fond de cette enquête, ce vers quoi t'ont mené tes recherches, c'est de se dire, derrière ce phénomène, ce narratif ovni extraterrestre, il y a des groupements humains qui ont utilisé ça pour, euh, pour faire un écran de fumée derrière des choses bassement humaines, des programmes secrets, des technologies avancées, de la communication cryptée entre différentes agences, et que donc il faut savoir prendre un peu de hauteur, un peu de recul quand on aborde le narratif moderne de l'ufologie, parce qu'il y a à boire et à manger, et qu'on a besoin de chercheurs qui vont déterrer tous ces documents, qui nous font une synthèse et une analyse de tout ça, bah, pour pouvoir ne pas se faire leurrer. Et donc ce nouvel ouvrage, OVNI, il est dans cette lignée, il va un peu plus loin pour présenter bah, le fond de ta pensée, mais ce qui me permet de t'amener à clarifier certaines choses, c'est sur le crédit que tu apportes au phénomène OVNI en tant que phénomène extraterrestre et exogène. Ce n'est pas une hypothèse que tu rejettes pour autant. Absolument pas. Que ceux qui me connaissent savent très bien que jamais ce sera ma position de vouloir dire il n'y a pas d'extraterrestre. Absolument pas derrière le phénomène OVNI. Si vous avez lu Black, eh ben, en lisant OVNI, Black c'est comment, OVNI c'est pourquoi. Donc ça c'est très important de voilà. Je veux pas trop vous en révéler de peur de vous gâcher le plaisir de la lecture. Sachez que j'ai aussi bien tenu compte des retours qui m'avaient été faits sur Black par rapport à la lisibilité. Maintenant. Chaque chapitre contient bien, en résumé et même à l'entrée du chapitre, l'intégralité des éléments que vous y retrouverez, donc avec des points clés, on va dire ça comme ça. À la fin de l'ouvrage, vous retrouverez un trombinoscope, parce que ça, on l'a dit aussi, c'est difficile de se retrouver entre les différentes personnes. Bien entendu, toujours la bibliographie pour bien vous expliquer que c'est un travail qui est sourcé. Et d'autre part, hop, je vous présente vite fait. La chronologie des faits qui a été aussi reconstituée ici pour vous permettre bah, d'accéder, comme je fais souvent en émission, à qu'est-ce qui se passe, quelle époque, quel contexte social, c'est important. Et surtout une foule d'appendices pour vous permettre de me suivre, notamment dans certains raisonnements que je suis obligée d'abréger puisque je ne suis pas dans une démonstration académique. Ceux qui ont quand même envie, avec rigueur, de se plonger dans cette démonstration, dans les appendices, peuvent retrouver en détail tous les éléments qui me permettent d'arriver à certaines conclusions dont je sais certaines vont vous faire frémir. Le but n'étant pas de faire peur, mais de faire prendre conscience, comme tu le signalais, parce que beaucoup trop d'éléments du narratif ufologique notamment sont pris comme argent comptant et sont en réalité basés sur une interprétation très biaisée des faits. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de porter à la connaissance du public les éléments pour que chacun se fasse ensuite sa propre idée. C'est le seul objectif poursuivi par cet ouvrage. Exactement. Avant qu'on se lance sur la présentation et le sujet qu'on a choisi tous les deux aujourd'hui d'aborder, ce fameux Heirloom qui va plonger en profondeur dans les débuts des technologies de manipulation mentale et de manipulation de l'esprit, parce que ça fait partie de ces technologies que je citais tout à l'heure, qui se trouvent derrière l'écran de fumée du narratif OVNI. Je voulais qu'on fasse aussi un petit point concernant ton actualité. Lors des dernières émissions, que ce soit avec toi ou avec ton époux, Anton Parks, qu'on avait accueilli il n'y a pas si longtemps que ça pour une émission questions-réponses, vous nous aviez présenté un voyage qui était organisé du côté de l'Égypte avec Esprit Tour qui organise tout ça. Ce voyage, il est prévu pour avril. Je crois que, victime de votre succès, il y a déjà plein de monde qui s'est inscrit sur ce voyage. Et il y a un nouveau voyage qui est prévu, lui, pour la fin de l'année 2026, au mois d'octobre. Est-ce que tu peux nous en toucher quelques mots?
Merci beaucoup Guillaume. En effet, octobre 2026, période qui bien sûr s'arrangera avec les vacances prévues de la Toussaint que toutes les zones de France ont en commun. On souhaite proposer exactement le même voyage, toujours avec le même tour opérateur, donc avec les mêmes garanties, même standing. Et j'insiste, le point qui vraiment fait que ce voyage a de la valeur, bon, outre l'intervention bien sûr de l'éminent Anton Parks, c'est bien sûr la privatisation des lieux. Et je veux insister là-dessus, vous ne verrez jamais l'Égypte comme ça, sauf si vous avez déjà eu la joie de vivre dans de telles circonstances. Donc comprenez que si vous avez envie, vous connaissez bien ou vous ne connaissez pas du tout, c'est l'occasion rêvée de découvrir un pays avec un patrimoine exceptionnel sous la houlette voilà, d'une personne non moins exceptionnelle, bien entendu. Je fais partie du voyage, mais voilà, comprenez que l'expert dans le domaine, c'est quand même monsieur. Monsieur Parks, qui nous a gratifié lui aussi de quelques émissions, pas piqué des hannetons, si vous me permettez l'expression. Avant qu'on se lance sur le sujet, dernier point, si vous voulez commander l'ouvrage, vous pouvez d'ores et déjà, vous avez un lien dans le texte de présentation sous la vidéo. Et pour ce qui est du voyage en Égypte, même chose, je mets le lien en bas pour avoir toutes les infos. Merci Anaël. Je Heirloom, t'en prie, Guillaume. Juste oui, une dernière toute je petite t'en prie, chose. vas-y. Mille excuses et mille pardons. En décembre, nous organisons, premier week-end de décembre également, un workshop d'écriture qui permet de transmettre toutes les connaissances et les acquis, l'expérience professionnelle, mais également l'expérience, on va dire, médiumnique, la particularité de notre travail en termes d'écriture. Ceux qui sont intéressés, il reste une ou deux places, ça dépendra, voilà, de si vous venez accompagner ou non. Bref, sachez que c'est un cadre particulier, donc on est vraiment un minimum de participants pour un maximum d'échanges personnels, parce que quand on est là pour apprendre une technique et apprendre à écrire, on a besoin d'une interaction de personne à personne. Si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas à écrire à la modération. Ils se feront une joie de vous expliquer en détail le programme, les conditions, etc. Pardon Ok. encore, Guillaume. Non, mais pareil, donc là, je mettrai l'adresse mail si vous voulez vous renseigner sur ce séminaire. Allez-y gaiement si vous voulez développer vos talents d'auteur et vos compétences à écrire et à rendre tout cela intelligible et intéressant. Anaël Heirloom, la machine à contrôler l'esprit, point d'interrogation, toujours. On laisse les points d'interrogation, ça laisse à chacun le droit de se faire sa propre opinion. Mais en tout cas, après cette émission, vous ne pourrez plus dire je ne sais pas. Nous t'écoutons, Anaël, c'est parti. Merci infiniment pour cette belle introduction, Guillaume. Alors aujourd'hui, il va être question donc d'une machine qui s'appelle Heirloom, littéralement donc en anglais métier à tisser aérien. Ça c'est vraiment une traduction littérale, donc comprenez que c'est un nom métaphorique. J'ai gardé la désignation Heirloom en anglais pour plus de lisibilité si vous avez besoin d'aller chercher les archives anglaises éponymes, notamment quelques témoignages historiques contemporains, j'insiste. Attachez-vous, si vous voulez vous intéresser au sujet, à des sources contemporaines, parce que sinon pas mal de gens, comme toujours, ont exploité, c'est normal, ce dossier qui est fort intéressant, mais si vous ne vous attachez pas à des gens qui ont vu à l'époque et qui sont dans le contexte, vous avez le risque du biais, de l'interprétation, bref. Cette histoire-là, elle est vraiment empêtrée à la fois dans des considérations de guerre de religion, de guerre de forme de gouvernement, on va comprendre entre démocratisme et royalisme. Bref, il y a pas mal d'enjeux, donc comprenez que ce n'est pas neutre, et ceux qui ont eu envie de modifier l'histoire a posteriori l'ont fait dans des buts précis, divers et variés. De qui va-t-on parler aujourd'hui? Qui est le, entre gros guillemets, découvreur de Heirloom? C'est James Tilly Matthews. Alors, ceux qui découvriront OVNI auront la joie de découvrir un autre Matthews au sein de cet ouvrage qui n'a pourtant a priori aucun lien de parenté avec James Tilly Matthews. Il ne nous est pas parvenu, malheureusement, de représentation contemporaine de cet homme. Donc ici, bien, je vous ai proposé une image d'illustration pour qu'on puisse un petit peu faire connaissance, vous le représentez. Qu'était ce monsieur? C'était d'abord et avant tout un commerçant, pardonnez-moi, négociant en thé. Ça, c'est quand même, en termes de milieu social, quelqu'un donc qui avait les moyens, qui n'avait pas de raison de se mettre à vouloir faire des fantaisies. Bien au contraire, dans la société pudibonde anglaise, vouloir se démarquer n'est pas forcément une bonne chose, surtout quand on a sa situation. D'autre part, il est avéré aussi, grâce à l'étude que je vous propose dans OVNI, qu'il s'agissait bien d'un agent diplomatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui est missionné par un membre du Parlement anglais de Grande-Bretagne pour se rendre en France, pour faire des négociations avec ce qu'est alors le nouveau gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement révolutionnaire. Et ensuite, qu'est-ce que c'est aussi cet homme-là? Vous vous doutez bien, comme beaucoup d'agents diplomatiques, il a plusieurs casquettes, c'est avérément un espion, c'est quelqu'un qui a touché à la fois, on va dire, au petit papier de la Révolution française, mais également ceux de son pays, de toute évidence. Enfin, c'est un petit peu, et pardonnez-moi le parallèle, comme avec John Lear, est-ce que cet homme
a voulu montrer la lune. Est-ce qu'on s'est tous focalisés sur le doigt ou est-ce que simplement un affabulateur? Je suis forcée par honnêteté intellectuelle de laisser la porte ouverte. D'accord. Oui, parce qu'on va voir que ce que rapporte ce Tylee Matthews semble à première vue assez incroyable et difficile à croire, mais tu vas nous donner tous les éléments pour, encore une fois, nous faire un avis sur ses propos et cette fameuse machine dont il prétend avoir été victime. C'est important, voilà, de rappeler là, avec la chronologie que je vais vous proposer, que c'est une personne qui a une véritable vie et qui avait tout à perdre à prétendre avoir vécu ce qu'il a vraiment vécu. Parce que qu'a-t-il vécu? Comme tu le soulignes, il aurait rencontré ou été plutôt victime d'une machine en avance sur son temps, anachronique, capable de prendre le contrôle de l'esprit, j'insiste, à distance de ses victimes. Déjà, comprenez que ce sont des prétentions absolument incroyables dans le contexte, puis même encore aujourd'hui, peu arriverait à prêter l'oreille à de telles déclarations, bien qu'Amnesty International ait encore sorti un rapport dans ce sens il y a peu. Comprenez que, voilà, on est au 19e, hein, je vous remets, le monsieur né en 1770, décédera en 1815, on parle de ça, c'est il y a des années et des années. Ça peut en surprendre, et je pense que c'est pour ça qu'il est important de passer au peigne fin l'ensemble de la vie de cet homme pour comprendre qu'il n'avait aucun mobile pour passer pour fou. Il n'y avait aucune raison qu'il cherche à se protéger en plaidant la folie, comme ça peut être le cas peut-être pour des raisons, on va dire dans des procès modernes. Là, au contraire, c'était vraiment chercher les ennuis. Il a avérément vécu quelque chose. Donc brièvement, ce monsieur, donc je ne sais pas à quelle époque, je n'ai pas trouvé le certificat de mariage, se marie, a un fils, puis donc est missionné, pardonnez-moi, en tant qu'agent diplomatique et commerçant pour un départ à Paris en 1792. On le sait parce qu'il ne part pas seul, il part en compagnie d'autres personnes qui reviendront avant lui, et finalement il sera victime donc d'un emprisonnement en 1793, qui est peut-être daté parce qu'on a les papiers là aussi. Enfin, par contre, plus obscur, selon ses propres déclarations, un changement de prison pour une prison, on va dire, de haute sécurité et un petit peu plus discrète au cœur de la France, à une date entre 1793 et 1796, date de son retour à Londres. Peu de temps plus tard, un an plus tard, après être rentré, j'insiste, des prisons de la terreur en France, hein, c'est pas un séjour bien-être au Club Med là-bas, Oui, je vous laisse c'est une imaginer. période particulière, particulièrement difficile pour ceux qui tombent sous le coup de l'État. Un agent étranger pris sous le contrôle du Conseil révolutionnaire, enfin je vous laisse imaginer les horreurs que de telles personnes ont pu vivre pour leur extraire des connaissances avérées ou supposées qu'il aurait pu avoir. Et qu'est-ce qu'il fait en rentrant? Pardon. Juste petite question, quel est le motif de son incarcération en France en 1793? Agitation, mais je pense que c'est un motif abusif puisque ce monsieur a été séquestré chez lui pendant d'abord plusieurs semaines par un agent, alors comment on appellerait ça aujourd'hui, un gendarme ou un policier, parce que voilà, c'était comme ça qu'on faisait pour les étrangers de l'époque, parce qu'on le soupçonnait déjà d'espionnage à ce moment-là. Et vraisemblablement, d'après les éléments dont on dispose, on peut imaginer qu'il a essayé de soudoyer ou d'organiser son retour express en Angleterre, et à partir de là, il s'est retrouvé en prison parce qu'il risquait de filer entre les doigts de la police, tout simplement. D'accord. Et que s'est-il passé? Donc, on rappelle, il sort de prison de conditions épouvantables où il est resté plusieurs années, dans la certitude de mourir guillotiné, hein. Enfin, c'est pas, j'insiste, c'est vraiment terrible. Il rentre à Londres, et puis là, un an plus tard, il s'est évertué pendant un an, et c'est un an plus tard que l'acmé survient, à rentrer en contact avec ceux qui lui auraient donné pour mission donc d'aller espionner la France. C'est quand même extraordinaire. Donc, il fait, pardonnez-moi, une esclandre au Parlement, et c'est pas bien compliqué à l'époque d'en faire une, c'est-à-dire qu'il a simplement coupé la parole d'un politicien connu de son temps, et à partir de ce moment-là, c'est l'escalade. Hospitalisation d'office en asile en 1797. Il n'en sortira jamais. Il mourra dans un établissement de santé en 1815, sans jamais se dédire de ses déclarations. Alors, on récapitule quand même. C'est un monsieur qui a vécu l'enfer, qui a changé de décor pour vivre l'enfer, et qui à aucun moment ne va changer de discours. Ça aurait été tellement facile de mentir et de dire bah non finalement oui je plaide la folie, j'ai déliré, donc comprenez que voilà ce que j'ai dit, je reviens sur mes déclarations. À aucun moment cet homme ne reviendra malgré la souffrance qu'il va endurer sur les déclarations qu'il aura faites. Faut comprendre que ce cas du heirloom nous est parvenu comment? Par une source essentielle qui est Illustration of Madness d'un apothicaire du nom de Aslam, qui est la personne chargée de l'internement d'office de Monsieur Matthews. Et bien sûr, comme toute preuve écrite par les personnes comment dire, qui ont maille à partir là-dedans, disons qui ont une certaine responsabilité, tout est en défaveur de ce cher Matthews, tout tourne autour de l'idée qu'il est
capital de démontrer la folie de ce monsieur, puisque sinon ça expliquerait que l'apothicaire Aslam est en faute et aurait donc interné un innocent ou un prisonnier politique. Et c'est important de voir qu'effectivement, les circonstances de l'internement d'office de Matthews ont toutes les caractéristiques de l'internement d'office d'un prisonnier pour des raisons politiques. On va voir ça un tout petit peu plus loin. Ceux qui se souviennent du cas de monsieur Benevitz, je précise aussi que dans OVNI, encore une fois, vous allez vous dire, la pauvre, elle en parle souvent, mais on n'en parlera jamais assez de Monsieur Paul Benevitz. Je lui ai quand même dédié OVNI. C'est le même profil. Vous avez quelqu'un qui a, pardonnez-moi, on va être cash, mais de l'argent. Donc un contexte social qui le privilégiait pas à avoir envie de se donner en spectacle pour essayer d'attirer de l'argent, des foules, etc. Il n'y avait aucune raison, il avait tout à perdre. Ensuite, c'est un patriote. Ce monsieur, s'il est allé en mission diplomatique à Paris, c'est parce qu'il a la conviction qu'on doit créer la paix avec le nouveau gouvernement formé par les révolutionnaires. Donc, parce que lui, il vient d'un endroit où c'est la royauté, etc. Donc, il faut créer des tractations, des échanges. Bref, il y a cette volonté de patriote inquiet de créer des circonstances positives. Et que lui arrive-t-il? Il est confronté à l'impensable. Et quand il revient et veut se faire entendre de ses chefs, on le traite comme un fou, on l'ostracise. Donc forcément, il est en colère. Et plus encore, extraordinaire, il ne se dédie pas de ses déclarations. Jusqu'à la fin de sa vie, M. Matthews est persuadé d'avoir été la victime d'une technologie permettant de prendre contrôle de lui et toute autre personne à travers le monde à distance, de rentrer dans l'esprit et de faire dire, ou à défaut, de pouvoir induire des pensées, le tout reposant sur deux innovations technologiques qui, à l'époque, sont proprement révolutionnaires, voire même peut-être limite en anticipation sur son temps, mais on va comprendre comment et pourquoi ensemble, le gaz et l'électricité. Vous voyez, c'est un petit peu comme aujourd'hui, si quelqu'un vous parlait de choses assez confidentielles dans l'industrie de pointe et qui vous dit ça, je sais ce que ça peut faire autrement. Alors soit vous décidez que c'est quelqu'un de fantasque qui a lu quelques lignes de magazines de vulgarisation, soit vous le prenez vraiment au sérieux. Et sachez qu'à l'époque de Monsieur Tilly Matthews, les magazines de vulgarisation, c'est pas ce qui courait les rues. Donc il a avérément eu accès à quelque chose, on va voir comment, on va voir pourquoi. Monsieur Matthews, notamment dans le contact qu'il a avec cette machine, à proximité ou à distance, puisqu'il l'aurait vue de très très près, cette machine, exprime le fait qu'elle émet notamment des effluves d'ozone. Alors vous allez rire, mesdames, si vous, comme moi, dans les années 90, vous avez fréquenté les salons de beauté, il était alors très à la mode, ces petites machines qui visaient à cautériser la peau ou à réduire les rides, en fait, et ça dégage de l'ozone, ça fait des petits à-coups électriques, ça fait bzz, bzz, et ça sent très fort. Comprenez que cette idée d'odeur, on la retrouve aussi chez les abductés. C'est assez classique quand on vous parle de l'odeur d'ozone, qui est absolument impossible d'obtenir par un autre moyen que, voilà, on a bien compris ce type de machine. Cet homme aussi, Monsieur Matthews, parle de sondes. Je suis désolée, mais à part les abductés, vous connaissez beaucoup de gens qui racontent qu'ils ont été enlevés contre leur volonté, qu'on leur a mis des sondes dans le corps, et qu'on leur a fait faire des choses absolument, on va dire, surtout pour l'époque victorienne, des choses qui vont contre la décence. C'est très très important pour comprendre qu'un homme de cette catégorie sociale-là, avoir ce type de discours, c'est prendre un risque terrible de passer pour un pervers. Excusez-moi, aujourd'hui, vous avez une victime d'abduction, voire, pardonnez-moi, plus terrible, d'abus de toute nature. Bah, on peut expliquer aujourd'hui ce qu'il en est. À l'époque, dire qu'on a subi ça, c'est vraiment se vautrer, si on peut dire, dans quelque chose de vraiment, encore une fois, dangereux, qui aurait pu valoir de terribles accusations de perversion, enfin, comprenez. Pareil, brûlure inexpliquée. On a énormément d'abductés qui vous parlent de marques sur leur corps, de brûlures à distance, ou même, voilà, quand ils ont été enlevés, qui sont sur leur corps. À part, enfin pour moi c'est le patient zéro, c'est le patient le plus ancien dont je peux parler qui a exactement les mêmes éléments qu'on retrouve dans énormément de témoignages, et j'insiste, toujours sincère de la part de personnes qui disent avoir été abductées. Moi, je vous comprenez, j'essaie de restaurer cette idée de débat. Est-ce vraiment des extraterrestres qui nous abduquent? Vous avez compris, on va pas tourner par quatre chemins, mais je ne veux pas qu'on utilise non plus ma démarche intellectuelle pour dire il n'y a pas d'extraterrestres. Bien sûr, c'est possible, moi je suis pas partout de tout temps, je veux juste vous dire qu'il y a quand même des éléments qu'il faut reconsidérer, et ce témoignage ancien, attrait au heirloom, vécu par Tilly Matthews, semble vouloir nous montrer autre chose. C'est des éléments donc récurrents qu'on retrouve chez les abductés ou les gens qui font des rencontres du troisième type, pour celui qui a été en contact avec le heirloom. Je vous propose une représentation que l'on retrouve dans Illustration of Madness, donc de John Aslam. On a bien compris qu'il s'agit du médecin, à l'apothicaire, responsable de l'internement d'office de Monsieur Tilly Matthews. Alors, déjà, c'est fait par un détracteur, cette illustration. 2, c'est fait quand même avec un petit esprit scientifique, on voit une volonté de montrer des choses qui sont assez cohérentes. Peut-être Aslam, à un moment ou à un autre, a voulu étudier
on peut pas dire la rationalité ou la probabilité, mais étudier sérieusement ce que disait ce monsieur, peut-être par curiosité humaine, tout simplement, pour en faire le bon livre, parce que c'est quand même devenu un best-seller à l'époque, que c'est devenu cette fameuse Illustration of Madness, ou alors, bah, comme beaucoup l'ont retenu, et c'est vraiment ça que revient sans arrêt, et c'est très triste, le témoignage de Matthews est devenu le premier cas de schizophrénie documenté de l'histoire. Je trouve ça assez triste parce qu'encore une fois, on a tous les éléments historiques pour démontrer que ce monsieur, peut-être qu'il avait d'autres pathologies avérées ou supposées, mais ce qui est certain, ce qu'il a vécu et le traitement qu'il a suivi, enfin le traitement politique, on va dire, c'est clairement pas anodin. C'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Donc je reviens à cette illustration. C'est fait par quelqu'un qui l'a pas vu, donc on a compris, c'est Aslam sur les détails de Chili. Et d'autre part, c'est pas un ingénieur. Donc il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il savait. Ce monsieur était simplement A- apothicaire. Avec ses références à lui, il a reproduit ce que lui avait décrit Tylee Matthews. Exactement, donc ça explique un peu le côté singulièrement bizarre. Il y a même des gens qui ont essayé de reconstruire, il me semble, sur les indications d'Aslam, cette machine. Encore une fois, ce sont toujours voilà, de l'extrapolation. Moi, je ne suis pas ingénieur, donc encore une fois, je ne peux pas vous dire, mais ce qui est certain, c'est que du point de vue général, je trouve que ça fait hyper sens. Vous voyez, il aurait pu faire ça différemment. Le gaz est bien contenu dans des tonneaux plus ou moins hermétisés. Il y a quand même des choses très étonnamment, je trouve, qui font... ça fait sens, en fait. C'est assez correct. Donc, on va voir un petit peu plus loin qu'il y a d'autres raisons de porter crédit au témoignage de Tilly, mais je voulais vous le montrer et redire, parce qu'on ne le dira jamais assez. Une grande partie des témoignages sur lesquels nous nous appuyons aujourd'hui ont été faits par ses détracteurs. Donc s'il y a des choses qui vous paraissent pas logiques ou profondément à charge, ne soyez pas étonnés. C'est simplement parce qu'il y avait des gens qui avaient intérêt à dire qu'il était fou, tout simplement. Sur ce qu'on voit de cette image, du fonctionnement qu'on essaie d'en déduire, il y a cette machine-là, donc alimentée de gaz, d'électricité, une machine dans l'air de son temps en termes de technologie. On voit donc tout en haut à gauche la victime, enfin le cobaye qui subit les effets de cette machine. Et on voit en bas à droite deux personnes qui sont connectées à la machine. C'est-à-dire qu'on Ouais. on pourrait comprendre que c'est une machine qui fait une sorte d'interface entre des personnes qui envoient de l'information d'un point de vue, des points de vue de leur cerveau et qui utilisent cette machine pour la transmettre au cobaye. Toute la technique a toujours paru très obscure à Tilly, enfin Tilly Matthews, qui a vraiment revendiqué le fait de ne pas avoir tout compris, mais avoir tenté de donner un maximum d'informations sur ce qu'il avait perçu. Parce qu'effectivement, il n'y a pas qu'une, il y a plusieurs personnes qui auraient commandé à la machine du Heirloom, et surtout, il y en aurait eu plusieurs. Et il n'aurait pas réussi à débusquer l'ensemble des machines présentes sur le sol britannique, ce qui était vraiment son inquiétude, c'est-à-dire Monsieur Matthews disait bien, alors j'en ai vu une, je suis victime de l'action d'une de ces machines, mais il y en a plusieurs, et surtout, alors déjà d'une, elles peuvent contrôler à distance, même quand on n'est pas un scientifique très connaisseur, parce qu'il dit avoir vu des personnes manipuler la machine sans être de grands experts scientifiques. Et d'autre part, elle peut aussi nous mettre sur écoute. Et ça, je vais vous dire, ça relève quand même de quelque chose de très précurseur. Rappelons-nous, il n'y a pas encore le téléphone à l'époque où Monsieur Matthews nous raconte ça. Il n'est pas question même de radio, ou en tout cas pas au point de vue du public général. Qu'est-ce qui a bien pris à cet homme pour pouvoir nous expliquer, attention, il y a une machine qui nous mettra tous sur écoute. C'est quand même très interpellant. Encore une fois, même lui, il savait que ce qu'il disait était bizarre, hein, il en avait parfaitement conscience. Tylee Matthews aurait subi les effets de cette machine Heirloom lors de son retour en Angleterre en 1796. C'est à peu près ça la période où lui est victime de ça, donc entre 1796 et 1797, quand il fait cette esclandre au Parlement britannique. Et ça aurait même continué après pendant son internement. Et c'est ça qui est vraiment terrible parce que cet homme explique. Et le pire, et on va voir ensemble parce qu'il y a vraiment des circonstances qui permettraient de désigner une personne. Il a dit où ça se passait, qui le faisait, où elle était cette personne. Il a dit allez voir là-bas, vous verrez que je dis la vérité. Et personne n'a jamais Oui. écouté Tilly Matthews. C'est quand même assez triste parce que franchement tout colle. Non, mais moi je suis là des siècles après. Tout ce qu'il disait était relativement sensé. Donc encore une fois, on a quelqu'un qui dit je sais que ce que je dis a l'air dingue, mais il faut que vous sachiez que c'est quand même interpellant. Et il n'y a pas que ça, je vais vous dire, qui va vraiment dans le sens de ce monsieur. Donc encore une fois, voilà, nous nous basons essentiellement, malheureusement, pour l'enquête de ce jour, sur des éléments portés à notre connaissance par monsieur Aslam, qui avait tout intérêt à nous faire comprendre que c'était un cas psychiatrique patenté, et qui a interné monsieur James Tilly Matthews de force, de la même manière que quand même deux autres prisonnières beaucoup plus connues. Bon, je vous présente pas Charlotte Corday, pardonnez-moi, qui a assassiné Mara. Alors, c'est très controversé, mais quand même, une majorité de témoignages contemporains expliquent qu'elle aurait fait cela
vraiment guidé par des voix, hein. Encore une fois, on retrouve toujours la même thématique. Des voix lui Mhm. auraient dit de faire. Et ensuite, par contre, ça, on peut pas dire ça colocataire, mais pas loin de Monsieur Matthews, dans le même hôpital de Bethléem, c'est Margaret Nicholson. C'est quand même la personne qui a tenté de tuer le roi d'Angleterre. Quand même, hein, au même moment, au même endroit. Ça fait un petit peu rassemblement de personnages en lien avec des troubles politiques, sans vouloir, encore une fois. Il y a un faisceau d'indices qui nous permet, et elle aussi disait avoir entendu des voix quand même, il y a un faisceau d'indices qui nous permet de dire, là, il y a concentration de personnages problématiques qu'on essaie de tout mettre dans un coin, et toujours sous la houlette de Monsieur Jonas Slam, apothicaire de son état. Aujourd'hui, donc, on qualifierait de médecin ou de psychiatre. C'est quand même quelqu'un qui a voilà, toujours mis, bien sûr, Matthews plus bas que terre, puisque son intérêt était de démontrer que c'est lui qui avait raison pour ne pas être révoqué, on peut pas dire de sa chaire de médecine, mais voir son diplôme, si on peut dire, révoqué, ça finira par être le cas. En fin de carrière, rassurez-vous, cet homme ne l'emportera pas au paradis. Donc, qu'est-il arrivé à ce pauvre Matthews quand il est revenu? J'insiste, il est d'abord sorti des prisons de la terreur où il a été extensivement torturé et malmené, pour aller ensuite jusqu'au bout de ses convictions faire sa déclaration devant les parlementaires, se faire interner d'office dans un de ces fameux hôpitaux psychiatriques de l'époque du 19e siècle. Ça n'a rien à voir avec un hôpital tel que vous le concevez aujourd'hui, c'est plutôt une sorte d'espace très grand dans lequel on enferme pêle-mêle des gens qui ont toute pathologie confondue. On parle donc de violents meurtriers, d'orphelins, enfin de voleurs, de un petit peu tout, puis de gens avérément avec des pathologies qu'aujourd'hui nous qualifierions de psychiatriques, mais sans aucune forme de prise en charge comme nous la connaissons aujourd'hui. Voyez plutôt les représentations que je vous en propose, notamment les personnes enchaînées au mur sur un espace, je dirais, d'1 m² sur 1 mètre. Voilà, comprenez que pour pouvoir rester dans cet environnement, si vous n'êtes pas déjà fou à la base, vous le devenez certainement. Et pourtant, encore une fois, jamais Monsieur Matthews ne s'est dédié de ce qu'il a emmené à être enfermé. Quel genre de cran, quel genre d'homme faut-il pour ne pas baisser les bras face à ce type de choses? C'est vrai que quand on se met à sa place, demain ça nous arrive, on se retrouve pour X ou Y raison et à tort placé en hôpital psychiatrique, qui est une sorte de prison médicalisée. Hein, là, sauf que là, c'est même pas médicalisé, c'est juste qu'on met en hôpital psychiatrique sur la porte d'entrée de la prison. Si ça nous arrivait, je pense qu'on serait bon nombre à dire: Ok, vous avez gagné, j'ai pété les plombs, j'ai eu un épisode délirant, ça va mieux, on se serre la main, je rentre chez moi, tout va bien, merci docteur. Là, lui, pas du tout, il a supporté cet emprisonnement en hôpital psychiatrique en maintenant sa version jusqu'à la fin de ses jours. C'est un emprisonnement, c'est un avilissement, c'est une privation des droits et des libertés de la personne, parce qu'il faut quand même savoir que l'habeas corpus, donc le droit de disposer de soi-même et de ne pas être, comment on appelle ça, enfermé, sans avoir le droit de se défendre ou sans décision juridique tout simplement, était déjà en place à l'époque. Même ça, il en a été débouté. C'est Ouais. extraordinaire de voir à quel point cette liberté de base a été foulée aux pieds. Bon, bah, c'est pas un cas Bethléem, donc l'hôpital psychiatrique de Bethléem en Grande-Bretagne n'est pas un cas isolé. Je veux rappeler qu'à la Salpêtrière en France, c'était pas mieux. On avait environ 10 000 personnes sur un espace de 100 000 m², soit à peu près, si on estimait que c'était rentable, une personne par 8 m². J'ai déjà vécu avec mon époux sur du 8 m². Je vous conseille pas de faire ça, surtout dans des perspectives de problèmes psychiatriques. Ceux qui sont intéressés par ces cas-là peuvent vraiment se référer, que ça soit, j'ai pas vu le film, mais voilà, en tout cas l'ouvrage Le bal des folles et tout un tas d'autres littératures qui développent autour pour comprendre qu'encore une fois, comme tu le disais Guillaume, il y avait toutes les raisons du monde car maintenant cet homme se réveille et dise moi finalement ça va mieux, je crois que j'ai dérapé, c'est pas grave, hein, vous m'avez guéri, merci docteur, au revoir. Et même il avait les moyens de soudoyer, de payer des pots de vin, jamais sa famille n'est allée vers ça. Sa famille a toujours cherché à obtenir une décision de justice, de payer des avocats pour pouvoir le sortir de là, c'est hyper important parce que comprenez que c'est des démarches logiques en fait. Il me semble en tout cas moi n'y voir que de la logique à l'œuvre et c'est d'autant plus émouvant de savoir ce qui est arrivé à ce monsieur. Pour vous remettre aussi dans le contexte, quels sont les entre gros guillemets traitements proposés aux patients dans le contexte de l'internement de Tilly Matthews, bah, c'est l'électromagnétisme, c'est l'électricité, l'hypnose, aussi tenue bien souvent dans des séances dites de spectacle, c'est-à-dire qu'on met les hystériques ou les malades au contact avec l'électricité. Donc oui, on fait bien des électrocutions, ce qui deviendra plus tard les électrochocs un peu plus contrôlés, et on démontre à quel point ça les rend beaucoup plus calmes et beaucoup plus dociles, pour le dire très simplement. On parle bien, moi personnellement, je vous comprenez, vu le regard que je porte là-dessus, qui a ces critiques pas forcément très favorables à la torture.
voiture, sous peu importe quelle forme et quel prétexte on lui trouve. Je suis même plutôt choquée par ce type de pratique. Une des grandes figures qui a pratiqué ce type de choses, c'est monsieur Jean-Martin Charcot, en France. Donc c'est bien des pratiques avérées, qui existent. Si vous voulez, d'un point de vue technologique, en plus, ce que dit avoir subi monsieur Matthews, c'est bien ça. Moi, on m'a électrocuté, on me fait subir des choses qui modifient ma pensée, mais il n'accuse pas l'hôpital psychiatrique, il accuse quelque chose d'autre, ce fameux heirloom qui est à l'extérieur et dont personne ne parvient à le convaincre de l'absence de l'existence, malgré tous ces, entre gros guillemets, j'insiste à un mot, traitements. Donc comprenez, pas de procès, pas de justice, il va rester jusqu'à la fin de sa vie interné d'office. Et surtout assorti de traitements inhumains et dégradants. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce tableau, La Folle, qui est vraiment quelque chose, voilà, de Monsieur Merle, qui moi m'a toujours beaucoup ému. Eh bien, en cherchant des images d'illustration pour cette émission, enfin La Folle, comprenez ceux qui voient pas l'astuce dans ce tableau, la petite chose qui est contre la mer, avec son bonnet rouge, qui devrait être un enfant, est en réalité une bûche. Donc on peut comprendre ce qui a emmené vers la folie cette jeune dame. Eh bien, j'ai eu la grande surprise de découvrir que Monsieur Merle s'était en réalité inspiré d'un tableau bien qui prédate de 20 ans de Monsieur Hurtrell, qui est Elle est folle. Et donc c'était voilà, je voulais juste vous présenter ça parce que c'est une découverte totalement inopinée au cours de cette émission et de la recherche documentaire. C'est surprenant de voir encore une fois comment les thèmes voyagent et se réapproprient de temps en temps. Ouais, deux tableaux qui, la même scène représentée, qui sont particulièrement touchants quand on cherche à Oui. comprendre ce qu'il y a derrière la folie de ces deux jeunes demoiselles. Exactement, et puis le traitement réservé à la peine et à la souffrance, que ce soit des femmes ou du reste du monde, l'époque étant ainsi. Et on le voit dans ces images d'illustration suivantes. Voilà ce qu'a dû endurer Monsieur Matthews. Alors là, on voit un monsieur qui est attaché, même pas pour être électrocuté, celui-là simplement pour le, entre gros guillemets, calmer, comprenez. Pareil sur celui qui est attaché à son lit. Et là, l'autre qui, toute derrière, vous voyez l'espèce de, qu'on appelle ça, de... J'ai oublié, excusez-moi, De la camisole de camisole, force. la fameuse. Euh, qui a pour but là de, vous voyez, le bâillon au niveau de la bouche pour aider à s'alimenter. Donc comprenez, pour gaver avec un entonnoir. Comprenez que voilà, j'insiste, moi vous vivez ça, dans la minute vous trouvez une solution, soit pour faire, pour payer un pot de vin ou pour dire que ça va mieux. Il n'y a aucune raison de rester là, insister et dire moi je sais ce que j'ai vu, il y a quelque chose qui ne va pas. Au surcroît, j'insiste, il venait d'un certain milieu. Comprenez que les asiles psychiatriques sont regardés un peu comme des zoos. Le dimanche on y va et on rend visite aux aliénés. C'est très particulier comme vision entre gros guillemets à nouveau du soin. C'est pas un milieu dans lequel il aurait dû trouver moyen de persister. Et ce qui est encore plus beau, c'est que Monsieur Matthews, avec toute l'intelligence qui est la sienne et surtout son côté patriote et bienveillant, lèguera à Bethléem des plans et des suggestions de réhabilitation de l'hôpital qui sont encore de nos jours visibles parce que son but c'était encore une fois de créer de meilleures conditions et un meilleur monde pour chacun. Je pense que ça vaut le coup d'être mentionné. C'est assez incroyable comme anecdote sur son parcours, ouais. Pas rancunier vis-à-vis de l'établissement et de l'État, puisqu'il En propose aucune d'améliorer manière. la chose. En aucune manière, on voit voilà cette idée du service et de la communauté. C'est très important pour comprendre qui était ce monsieur. Donc, encore une fois, on pourrait me dire là, mais Monsieur Matthews, certes une personne cultivée, mais qui a très mal interprété une découverte scientifique avérée dont il a été témoin. Mais oui, je vous dirais effectivement, c'est un raisonnement que j'ai poursuivi moi-même. Par exemple, je vais vous montrer cette petite chose. Alors, Kesako Guillaume. Eh ben, bonne question. Dessus, il y a marqué électrophore ordinaire. Ça ne me C'est donne pas vrai. plus d'indications à quoi sert ça, si ce n'est faire des crêpes. Ah, franchement, c'est la saison. En plus, c'est une excellente suggestion. Je te remercie. Alors non, c'est un électrophore. Et qu'est-ce que c'est? Ça produit de l'électricité statique. Et ça, c'est un objet une curiosité que l'on retrouve très régulièrement dans le paysage dans lequel a grandi Monsieur Tilly. C'est pas un objet en avance sur son temps. Cependant, comment est-elle appelée littéralement en anglais? Et elle peut aussi en français être parfois appelée ainsi, la machine à influence ou machine de Wimshurst. Excusez-moi si voilà, j'agace un peu le nom de ce monsieur, j'ai remis du cœur, mais voilà. C'est pas Comprenez mal, qu'avec ça. un nom, merci. Avec un nom pareil, machine à influence, c'est la première opposition logique, on peut me dire, Monsieur Tilly a vu un électrophore, on lui a dit le nom, il en a déduit que cela avait un contrôle sur son esprit, voilà, l'affaire est ainsi classée. C'était la solution facile, De ça. là à classer l'affaire, j'irai pas jusque-là, mais effectivement, ça peut donner un début d'explication au propos de Tylee Matthews. Lui, il a fait dans sa tête, entre le nom de la machine influence, bah oui, tiens, ça parle d'électricité, mais influence, ça veut dire Et que de ça peut avoir une influence sur l'homme.
Donc ces machines électriques peuvent influencer l'esprit. Exactement, parce qu'on le voit avec voilà, l'électrofour domestique, ça fait dresser par exemple la peau, les poils sur une peau de chat, bon pas vivant le chat là pour le coup dans l'expérience, mais comprenez, ça génère de l'électricité et de l'ozone, ça répondait donc à tous les critères en fait pour pouvoir dire ah bah ça y est on a trouvé le coupable. Bon, si on est là aujourd'hui pour cette émission, vous comprenez que c'est pas du tout le cas, c'est Il y a juste pour quelque vous. chose d'autre. C'est par curiosité intellectuelle, je veux qu'on comprenne que j'ai quand même essayé d'évacuer tout un autre tas de malentendus. Parce qu'effectivement, des malentendus, il y en a pas mal. Est-ce que tu connais, Guillaume, l'effet Tiffany? Pas du tout. Jamais entendu parler? Eh bien Aucun non. rapport avec un déjeuner à Tiffany avec Madame Hepburn, c'est simplement l'effet qui consiste à croire que certaines choses qui sont pourtant contemporaines n'ont rien à voir au niveau de l'histoire. Par exemple, les mammouths et les pyramides égyptiennes ont assurément, quoi qu'il vous en coûte, coexisté. Et ça, c'est un effet qui fait que généralement on se dit mammouth, homme des cavernes, Égypte, antiquité, et voilà, donc forcément ça. Oui, et à un moment, d'un point de vue cognitif, il y a bug. Même moi, quand je l'ai lu dans le livre, je me suis dit, mais attends, je vais relire ça. Les mammouths et les pyramides égyptiennes contemporaines, alors pas sur la même zone géographique, hein, parce Non, que évidemment. des mammouths et leurs grosses fourrures laineuses dans une zone chaude, on n'y croit pas. Mais en tout cas, en termes de période, de datation, on est sur la même échelle de temps. Mais ça qui est formidable, c'est ce qui montre les biais que nous avons dans les lieux communs en termes de raisonnement autour de l'histoire. Je ne vais pas vous dire, oh là là, toute l'histoire est fausse, tout va à la poubelle. Non, nous avons, en tout cas je le souhaite, en tant que société, fondé des lieux communs, de la même manière qu'autrefois, à l'école, du temps où moi j'y suis passée, on m'a dit, ouh, le cœur est à gauche. Ben non, bien sûr, le cœur il est au centre à peu près là, mais tout le monde s'est dit d'un coup, oh là là, on a changé de paradigme, le cœur avant était à gauche et maintenant il est au centre. Ben non, c'est juste un lieu commun qu'on utilise par exemple pour mémoriser une information et qui a tendance à changer au fil du temps dans ce que nous partageons en tant que société. Bien sûr qu'après, sinon, le monde est un petit peu plus complexe, mais il nous faut, j'insiste, des lieux communs. Et ce sont ces stéréotypes qui nous empêchent, notamment dans l'affaire de Tilly Matthews, de voir l'évidence qui pourtant saute au visage quand on mène l'enquête dans OVNI. Une petite Alors, parenthèse sur cet effet Tiffany, parce que me vient en tête un contre-effet Tiffany qui, moi, me révolte depuis que j'ai monté Nurea et que j'ai découvert le sujet des mégalithes. C'est que pour beaucoup de gens, et notamment de ma génération, qui ont été lecteurs des bandes dessinées Astérix et Obélix, ce sont nos amis les Gaulois qui taillaient les menhirs. Et du coup, depuis tout petit, bah, j'associais les Celtes, oui. les Gaulois, aux mégalithes et aux champs de menhirs. Pour apprendre bien plus tard après, grâce à Nurea TV, puisque je suis le premier Nuréen, hein, moi, j'apprends en même temps que vous les amis, bah que non, c'était là on était. Donc ça m'a fait penser à ça, l'effet Tiffany. On a des exemples inverses où on associe certains faits à la même période, alors que c'est pas du tout le cas. Et j'espère que voilà, merci vraiment pour cet exemple parce que en fait, j'espère que cette émission, comme beaucoup d'autres que j'ai proposées, vous invite à réviser vos préjugés et vos stéréotypes parce que ce n'est que ça, c'est une invitation à réviser, pas à faire du grand n'importe quoi, à dire que tout est faux et voilà qu'on nous cache tout, il n'y a rien de bon. Je vous dis simplement attention à nos stéréotypes, quels qu'ils soient, dans quel sens ça va, ça vous empêche de voir parfois des choses qui sont énormes et pile en face de nous. De la même manière, Guillaume, à ton avis, de quand date la découverte du principe de l'électricité et de son usage, on va dire sa redécouverte, disons comme ça Moi, plutôt. je l'aurais placé au XVIIIe siècle. Évidemment, comme l'ensemble à peu près d'entre nous, si on répond avec honnêteté dans les stéréotypes qu'on convoque, en réalité c'est en 1600 par Otto van Guericke qui propose alors des démonstrations divertissantes au sujet des aimants, de l'électricité statique et du courant électrique. C'est peut-être même encore plus ancien, mais là je suis obligée, j'insiste, me baser sur des éléments de preuve qui sont marqués littéraires. Comme ça on peut pas dire elle a inventé, elle a tiré des conclusions. Là il n'y a aucune déduction, c'est vraiment écrit comme ça dans un livre. C'est un monsieur qui se produisait notamment dans des cours. Enfin voilà, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Et ce monsieur, très fier de son invention, on peut le comprendre, en a tiré tout un tas de conséquences que l'on retrouve notamment chez monsieur Jean Lalambert, lui qui est français, 1712-1768, qui lui était le premier thérapeute qui travaillait avec l'électricité. Alors j'insiste, hein, le côté thérapeutique de l'électricité est tout relatif, mais à nouveau on remet la chronologie, c'est 43 ans avant le témoignage de Monsieur Tilly Matthews. Donc des gens qui se font électrocuter dans un but entre gros guillemets thérapeutique. Ça fait un petit moment que ça existe. Par contre, j'insiste à nouveau, en termes de diffusion de l'information, c'est pas comme aujourd'hui, il n'y a pas Internet, il n'y a pas des revues scientifiques à scandale ou des revues prédatrices qui cherchent à faire le buzz.
tout ça reste quand même très confidentiel, soit d'un point de vue militaire stratégique ou chez les gens de la très très riche bourgeoisie qui peuvent assister à ce type de spectacle. C'est pas Mhm. n'importe qui. Oui, on n'est pas sur des technologies démocratisées et réparties à l'ensemble de la population. Bien au contraire. Et alors, à ton avis, ça, Kesako à nouveau, et ça, c'est un objet très précieux parce que tous ses frères et sœurs ont été savamment détruits. Donc, regardez-le bien tant qu'il existe, lui. On a une cuve, on voit plusieurs tuyaux, donc on doit pouvoir brancher plusieurs choses dessus, mais bon, bien malin celui qui saurait nous dire ce que c'est, à part toi, qui forcément connaît la réponse. Moi, le musée qui en a la charge de conservation, parce que s'il n'avait été une personne curieuse et aimante qui avait voulu le préserver, et s'il n'avait été la gentille personne qui l'a confié aux soins du musée, je ne sais plus si c'est à Lyon ou autre, en France en tout cas, la conservation de ce bien, il aurait totalement disparu comme tous ses frères et sœurs. C'est un bac électrique de Mesmer, oui, bien sûr, le thérapeute et prestidigitateur Monsieur Mesmer de 1734 à 1815. Qu'est-ce qu'il faisait ce monsieur? Il faisait des séances collectives, à nouveau entre gros guillemets, de soins où plusieurs personnes venaient littéralement se brancher à ce bac qui produisait une source d'électricité. C'est quand même assez particulier, hein, j'insiste, hein, en termes de soins. Donc, encore une fois, des choses qui s'adressaient à des personnes de la très haute aristocratie ou de très très riches bourgeois. C'est pas, voilà, ne voyez pas ça comme une sorte de récréation accessible à n'importe qui, n'importe comment. Surprenant. De la même manière, je ne sais pas si vous le savez, mais avant la guillotine, comment on exécutait nos chers détenus en France? Eh bien, en les électrisant, dans le cadre de la poursuite d'expériences autour de ce qu'on appelait à l'époque le galvanisme. Donc, on parle bien, à nouveau, cette fois-ci pas de thérapie, mais disons de traitement final, disons plutôt comme cela. Et ça s'est simplement arrêté en 1792 parce qu'on a jugé que quand même, il était plus civilisé, si l'on peut dire, de décapiter les personnes. Mais oui, on a bien eu des expériences sur des corps humains, sur des personnes, donc on a bien compris, non consentantes, des condamnés à mort, plus ou moins coupables, plus ou moins jugés, comme vous l'avez compris en termes de biais de la justice. Mais comprenez que c'était donc possible. Il y avait les moyens de faire vivre à Monsieur Mathieu ce dont il se réclame d'un point de vue de l'électricité. Parce que la première objection intellectuelle qu'on peut me faire, c'est il n'y a pas l'électricité. Ah regardez donc si elle n'y était pas l'électricité, tout simplement. Et l'ozone, même rengaine. Là, à ton avis, qu'est-ce que c'est, Guillaume? Kesako à nouveau. On voit cette dame en train de sniffer quelque chose, donc on a une sorte de tube, j'imagine il y a encore une fois l'électricité qui est utilisée, et ce tube doit dégager quelque chose que la personne inhale. Exactement. Comme je l'évoquais dans ce souvenir, voilà, de jeunes années, eh bien, à l'époque, avant d'atterrir dans les salons de beauté et instituts et autres, il y avait bien des générateurs électriques d'ozone basés sur ceux développés par Nikola Tesla, qui ont été diffusés là au grand public au 19e. Donc comprenez qu'avant, c'était un objet bien plus confidentiel, puis c'est devenu, on peut pas dire un objet de grand commerce, hein, mais c'est devenu quelque chose de plus mainstream. Et c'est ce que vous voyez cette dame faire là sur cette brochure qui visait effectivement à démarcher les personnes, à leur dire à quel point les vertus thérapeutiques de l'électricité et de l'ozone pouvaient absolument tout guérir. C'est très important de regarder ça, pourquoi? Alors déjà, je vais pas vous faire tout un laïus sur la vaisselle radioactif que nous avons tous, si vous avez encore les affaires de votre arrière-grand-mère, arrière-grand-père, vérifiez bien au compteur Gégère ce qu'il en est, parce que souvent ça a été regardé comme une merveille qu'il fallait tous nous faire ingérer par tous les portes de notre peau. De la même manière, l'électricité et l'ozone a été un bien commercial, regardé comme thérapeutique et diffusé largement dans toutes les maisons. C'était De la c'était même censé, censé guérir quoi? tout, la panacée, vous C'était dis-je. le remède miracle des vendeurs d'élixir. Voilà, et puis soyons tout à fait honnêtes, vous avez compris mon regard critique, c'est l'huile de serpent, hein. Ça, je vois pas trop, à part vous filer un gros coup de jus et vous dire ça fait moins mal maintenant, je me sens mieux, je vois pas tellement l'intérêt médical, hein, Quand vous avez pris une décharge, si on arrête, ça va mieux. tout va mieux. Tout est là, c'est exactement ça Je comme suis, on sort de je suis l'hôpital guéri, docteur. psychiatrique. Au 19e siècle, on est guéri tout de suite, on a vu l'horreur, on s'est dit waouh, ça va tellement mieux. C'est un peu le même concept, sauf que D'accord. regardez, là, c'est une brochure pareil qui est très précieuse, qui donc est extraite pour ceux qui veulent chercher, pour voir que j'invente pas ces illustrations, Manual of Static Electricity and X-ray and Therapeutic Uses de Monsieur Monel en 1900, mais qui traite bien d'inventions qui sont bien avant et qu'on retrouve ailleurs. Mais là, c'est la plus belle illustration que je vous
propose, c'est une machine d'électrothérapie domestique. Donc vous pouvez avoir ça chez vous, c'est à peu près la taille d'une grosse commode, d'un gros placard. Et dedans, bah, qu'est-ce qu'on fait? On vous allonge sur un siège. Tiens, on y revient. Rappelez-vous du magnifique siège de mon talk proposé dans l'émission sur Geneviève Van Kelef. Et surtout ce que racontent les abductés victimes d'abduction qu'on allonge sur un siège avant d'être branchés à différentes sondes. Vous avez tous ces éléments sur la représentation qui reste là encore extrêmement pudique, parce que je peux vous dire que les électrodes peuvent aller dans tous les endroits, ok? Donc je ne vais pas aller plus loin parce qu'à l'antenne je peux pas vous en dire plus, mais à nouveau dans l'émission sur Geneviève, regardez à la fin les mentions de où vont les électrodes, je le développe largement dans OVNI. Tout est là, et tout est déjà là depuis le 19e siècle et un petit peu avant. Et ça ne peut nous ramener à des descriptifs d'expériences de personnes abductées. Exactement, vous avez tout, l'ozone, l'électricité, l'état second, puisque là on a bien compris, et c'est ce qu'on s'est dit en rigolant même si c'est pas drôle, ça met dans un état second. Ça peut entraîner, alors c'est pour ça que ça soit bien compris, moi je suis complètement contre ces thérapies-là. On est sur des amnésies totales ou partielles, hein, vous pouvez reformater la mémoire à quelqu'un, effectivement vous trompez un petit peu, un coup de jus un peu trop fort, vous le trépanez ou vous le lobotomisez avec simplement un petit coup d'électricité de trop. On peut effectivement faire du travail d'induction, puisqu'on peut vous mettre dans un état particulier, là aussi, en état réceptif pour de l'induction. Bref, tous les éléments, encore une fois, sont là. Mais qui aurait intérêt à mettre tout ça en place? Effectivement, ceux qui contrôlent la machine. Monsieur T. Matthews a donné un descriptif très élaboré que j'ai traduit et que je vous propose dans OVNI, que je passerai pas en revue aujourd'hui parce que là, il y a plusieurs intervenants et dont certains, je n'ai pas pu élucider l'identité. Par contre, le chef, c'était pas super compliqué de comprendre qui c'est. En fait, il y avait une personne à Londres à l'époque qui répondait à toutes les caractéristiques de la désignation de Monsieur Matthews. Il a soi-disant, j'insiste sur le soi-disant, il l'aurait appelé avec son petit surnom de Bill Leroy. Rappelez-vous ce qu'on a dit sur l'unité 741. Tout le monde, dans le cadre d'une opération plus ou moins clandestine, porte des surnoms parce qu'évidemment, on va pas s'appeler du schmoll au milieu même d'un braquage. Enfin, je veux dire, vous appelez pas votre pote Marcel qui habite, voilà. Il y a une logique derrière tout ça, oui. Il y a une logique, donc à la limite, soit il est appelé par un surnom parce que lui-même n'a pas entendu correctement le nom de cette fameuse personne Tiberius Cavallo, soit parce que simplement c'est des gens qui se donnaient des pseudos dans le cadre de leur action clandestine, ou simplement, moi je pense à Slam qui s'est amusé à glisser des incohérences dans le texte parce que c'était plus facile de faire passer son patient pour un sombre débile. Soyons tout à fait honnêtes, c'était sa mission première pour ne pas perdre sa crédibilité en tant qu'apothicaire. Donc ce monsieur Tiberius Cavallo, mais qui est-il? 1749-1809. Donc effectivement, il n'aura pas eu le temps de payer d'un point de vue de la justice pour ce qu'il a fait, puisqu'il ne pouvait pas être rattrapé, puisqu'il a fini par mourir au final. Ce monsieur, qu'est-ce que c'est? C'est un scientifique, passionné par le développement de l'aviation, et ce que nous pourrions appeler, même si c'est un tout petit poil anachronique à peine, des drones, évidemment. Et d'autre part, passionné par l'électricité et le galvanisme, mathématicien accompli également. Donc c'était un peu difficile de le faire passer discrètement. Ce monsieur, quand même, il fait partie dans les archives des très grands personnages scientifiques de son temps et surtout expatrié, ça va vous rappeler un peu Paperclip, un expatrié qui a fini en Grande-Bretagne pour poursuivre ses expériences, à la fois sous la houlette de mécènes capables de financer tous ses travaux un petit peu alternatifs, et également pour se protéger, puisque quand on fait des recherches inconventionnelles, on devient forcément la cible de personnes qui cherchent à se les approprier. Donc, Ce monsieur Tiberius Cavallo, excuse-moi Anal, il vient de quel pays? S'il est exilé en Angleterre, il arrive d'où? Italien. C'est un Italien, tout simplement. Ok. Et c'est vrai que ce monsieur, encore une fois, il n'est pas passé inaperçu. C'est ce qui m'a permis, moi, de le retrouver avec les ensembles d'éléments indicateurs donnés par monsieur Matthews par l'intermédiaire en nouveau de Aslam. Donc ça veut dire potentiellement broyé par quelqu'un qui avait envie, malgré les indices clairs, constants et persistants, de maquiller le témoignage de monsieur Matthews. Il est évident que c'est cette personne. Enfin, je veux dire, il n'y a pas 46 000 autres personnes qui correspondent sur le territoire anglais, parce que vous allez voir qu'ailleurs, il y a tout un tas d'autres personnages. Il n'est pas unique, hein, monsieur Tiberius Cavallo. Il a des confrères, disons-le comme ça. Alors, selon ses propos, oui, il s'agit bien d'un scientifique exilé et protégé en Angleterre pour son génie précurseur et particulièrement son intérêt prononcé pour le domaine de l'électricité, de l'aviation et des mathématiques. Donc ce monsieur, il a
toutes les connaissances en main pour monter effectivement une machine et faire tout un tas de choses, évidemment. Parce qu'encore une fois, on peut me dire, mais si la machine, qui a inventé quoi? Bah là, vous avez bien quelqu'un. Ici, ça devait pas être suffisant pour vous convaincre, ce monsieur Cavallo, bah, j'ai son frangin outre-Manche, c'est monsieur Falkenstein. Alors évidemment, vous allez me dire, ah bah c'est Frankenstein, et vous auriez tout à fait raison. C'est le monsieur qui a inspiré Mary Shelley pour la création du personnage du docteur Frankenstein. Souvent, on croit que c'est le monstre qui s'appelle Frankenstein, non, c'est Non, le monstre du docteur. c'est le scientifique qui crée la bête. Exactement, et sauf qu'en plus, le scientifique, c'est une vraie personne, et il est vraiment intéressant en plus, ce monsieur. Donc, véritable scientifique, véritablement passionné d'électricité et de galvanisme. Alors, c'est important la distinction, pourquoi? Parce que le galvanisme s'intéresse aussi aux corps morts. Donc, on parle bien de résurrection de corps morts, ou en tout cas de tentative de résurrection ou d'expérience sur des corps morts, pour tout un tas de raisons. Pour comprendre rapidement, et tu m'arrêteras si je me trompe, le galvanisme, ça touche par exemple au fait de diffuser un courant électrique dans un muscle sur un corps mort pour voir ce muscle se réactiver. Voilà. Et on en comprend du coup la logique jusqu'à ce roman du docteur Frankenstein inspiré de ce scientifique, puisque Frankenstein c'est ça, c'est un assemblage de chair morte auquel on va réinsuffler la vie en y injectant de l'électricité. Exactement, et je pense que c'est important de le rappeler, il n'y a aucune idée qui vient de nulle part, donc encore une fois, c'est toujours agréable de voir l'origine d'une idée qui voyage. Ce monsieur Falkenstein m'a énormément intéressé aussi, pourquoi? Bon, de son vrai nom, pardonnez-moi, Nicolas Philippe Ledru, rue du Temple à Paris, donc l'actuelle rue du Temple à Paris. Il avait un cabinet de curiosité, aussi appelé cabinet de merveille, dans lequel on pouvait rentrer, même n'importe qui, en s'acquittant, comme dans un musée, du prix d'une entrée. Et qu'est-ce qu'il avait à l'intérieur? Tout un tas de curiosités anachroniques que beaucoup de gens ont eu bien du mal à décrire, et d'autre part, et surtout, des sirènes chantantes et parlantes. Ça devrait vous rappeler quelque chose. Si vous voyez pas de quoi je parle, revenez à l'émission consacrée aux sirènes. Replongez-vous dans le premier, pas le premier livre, mais ton premier essai, La déesse cachée et l'arbre de vie. Oui, tout à fait. Et l'émission en accès libre qui est toujours dispo sur Nuria TV à ce sujet pour comprendre l'enjeu, parce qu'encore une fois, on parle bien de connaissances anachroniques qui se seraient baladées, et ces fameuses sirènes de Mésopotamie que je cherche et que je ne finirai jamais certainement de chercher, eh ben, ont certainement transité dans le cabinet de curiosité de monsieur Falkenstein, ou à défaut des copies assez crédibles de ces fameuses Kélédonas. Alors, bah, pourquoi il est intéressant ce monsieur aussi? C'est parce que c'est quand même un protégé de Louis XV, donc encore une fois, ses connaissances, elles étaient aux mains de la royauté, à la fois d'un point de vue amusement de cour, et d'autre part certainement d'un point de vue stratégique et militaire. On y revient encore et toujours. Donc clairement, monsieur Cavallo, si c'est pas un confrère, c'est certainement un héritier intellectuel, ici en la personne du comte Falkenstein. Il n'est pas tout seul, hein. Là aussi, ces deux messieurs ont eu un héritier, dont pour moi, malheureusement, je ne dispose pas assez d'informations. Il s'agit du docteur Loeb, qui est notamment mentionné dans le journal scientifique American, alors de 1846, ça c'est sûr, mais j'ai oublié, excusez-moi, les mois. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il a inventé? C'est un scientifique. Il est passionné à nouveau par l'électricité et le galvanisme, quelle surprise. Et c'est grâce à lui, certainement, que voilà, d'autres personnes ont eu l'idée de monstres comme celui du docteur Frankenstein. Il a inventé un androïde parlant et mouvant. Cet androïde, il a disparu. Donc je vous propose ici une image d'illustration qui est tirée du film Metropolis. Cet androïde s'appelait Monsieur Eisenbrass. Il est intéressant à plus d'un titre. Pourquoi? Bon, bien sûr, on est en 1846, on n'est vraiment pas si loin donc du décès de Monsieur Matthews. C'est un androïde électrique construit à partir d'un véritable corps humain. J'insiste, c'est très important de comprendre qu'ils ont utilisé, pardonnez-moi de vous choquer, mais un cadavre, hein, pour pouvoir monter cet engin-là. Il pouvait parler, bouger, et comme il n'y avait aucun fil qui en dépassait d'après l'article qui en rend compte, de toute évidence, il est contrôlé par les ELF. On ne parle pas des elfes du Seigneur des Anneaux, on parle de l'extremely low frequency. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement le début du contrôle par les ondes radio de tout un tas de choses, notamment quand je vous ai dit que certains des personnages susmentionnés étaient intéressés par les drones, c'est peu de le dire, puisqu'il suffisait de pas grand-chose, ne serait-ce qu'avec un dirigeable pour commencer à en monter des drones à l'époque. Donc vous connaissez, hein, voilà, vous avez fait connaissance avec monsieur Eisenbrass, vous le trouvez anachronique. Est-ce que vous avez déjà entendu, et toi Guillaume, à plus forte raison, parler du turc mécanique, ou connaissez-vous l'expression Turkish mechanic? Pas du tout. Tu m'apprends vraiment énormément de choses. Vraiment, le nombre de sujets sur lesquels je me dis, tiens, mais d'où est-ce qu'Annelle nous sort tout ça? Bah, de ses recherches, bien entendu.
Oui, exactement, parce que j'y passe du temps, mais c'est toujours un plaisir de les partager parce que la connaissance doit vivre. C'est bien le drame de notre époque. La connaissance ne vit plus, la connaissance s'étouffe. Ceci étant dit, donc, Turkish Mechanic vient d'une célèbre invention de Monsieur Kaplan, qui était un homme de cour, 1734-1804, donc à nouveau contemporain des faits de Monsieur Matthews. C'est capital de le rappeler. Je vous parle pas de tout ça pour vous faire un étalage de truc folklorique de l'époque, non, c'est pour vous annoncer à nouveau la crédibilité du témoignage de Tilly Matthews. C'est un passionné, donc un plein des automates. Il a étudié à Rome, tiens, l'Italie à nouveau, à Paris, oh encore Paris, et puis Londres, c'est marrant, on retrouve toujours les mêmes villes, vous trouvez pas? C'est un homme politique et un ingénieur. Et lui, qu'est-ce qu'il a fabriqué? Le Turc mécanique en 1770. Donc on est bien sur les bonnes époques pour ce qui est de ce qui est arrivé à ce monsieur Matthews. Le Turc mécanique est en fait une machine qui devait être le premier robot capable de battre les joueurs d'échecs. Alors vous comprenez que si j'en rigole, c'est que c'était pas vraiment ça. En fait, le Turc mécanique est en réalité une savante machine, avérément une machine, voilà, purement, on va dire, qui donnait l'impression d'agir en tant que telle, mais qui contenait une petite personne à l'intérieur, vraisemblablement un nain, suffisamment instruit pour être un joueur d'échecs accompli, et qui parvenait à battre à plat de couture toutes les personnes à qui il était opposé, et notamment son plus célèbre opposant, un des plus célèbres, reste Napoléon Bonaparte. Donc comprenez que Turkish Mechanic a donné son nom à l'expression qui vise à désigner. Notamment, je vous invite à regarder l'excellent reportage Arte qui est paru à peu près une quinzaine de jours sur tous les travailleurs cachés de l'IA. Cette idée selon laquelle vous croyez voir un mécanisme bien rodé et technologique. En réalité, vous voyez surtout de l'huile de coude dissimulée et qui cherche à cacher son véritable procédé. OVNI n'est que là-dessus, sur le Turkish mécanique autour de la question OVNI, et c'est juste hallucinant. Il faut que vous gardiez vraiment cette expression dans un coin de votre tête. Je parlais du magicien d'Oz dans Black, là vraiment c'est Turkish, vous le verrez partout. Et une fois qu'on commence à le voir, on se rend compte que nous vivons nous-mêmes dans un monde qui n'est orienté que par cela. Pour vous citer un exemple très bref, et j'en aurai fini avec ça, vous connaissez peut-être les magasins qui nous promettaient, je ne peux pas citer de marque, de devoir vous rentrez dans un rayon, vous faites votre shopping, vous mettez dans votre casier ce que vous voulez, puis vous partez, et vous partez sans payer. Parce qu'en fait, ce serait un programme qui aurait organisé tout ça pour vous, qui aurait vu, détecter ce que vous avez pris en rayon, fait le compte et prélevé tout ça magiquement sur votre compte en banque. Il a été démontré qu'en réalité, il s'agissait d'une petite armada de personnes, de petits travailleurs payés dans un pays du tiers-monde que je nommerai pas, pour pouvoir effectuer ces tâches laborieuses. Turkish mécanique, rappelez-vous de ça. Un concept qu'il est important d'intégrer dans notre analyse de tout ce qui nous intéresse. Exactement, parce que souvent, l'astuce, c'est le point capital de toutes ces choses. C'est ce qu'on voit donc dans le Heirloom. On sait qu'il y a peut-être, et ça c'est la question puisque je n'ai pas la machine sous les mains, il s'agit peut-être d'un Turkish mécanique. En attendant, ou d'une psyop. Rappelez-vous, qu'est-ce qui s'est passé dans Black que j'évoquais? Au Vietnam, que s'est-il passé? Il y a beaucoup de personnes qui ont été soi-disant passées à la machine Eye in the Sky, qui visait soi-disant à pénétrer l'esprit des GIs ou de leurs opposants, des Viet Cong, pour vérifier leur degré d'honnêteté, on va le dire comme ça. C'était simplement une mise en scène, c'était du carton-pâte, c'était de la fête foraine destinée à faire un test psychologique. Est-ce que le Heirloom est la même chose? Je ne le pense pas. C'est vraiment, encore une fois, c'est une des dernières objections intellectuelles qu'on pourrait faire, c'est est-ce que c'est pas simplement un truc de magicien? Non, clairement. Là, il nous parle d'ozone, d'électricité, de prise de contrôle à distance sur des choses. Alors là, on pourra vraiment pas en parler à l'antenne et ça me désole parce que ça ferait beaucoup trop de mots problématiques. De choses qui aujourd'hui, encore une fois, Amnesty International, je me suis basée sur leur rapport, expliquent que ce sont des techniques de torture, excusez-moi, dans les années 90 qui ont été vraiment démontrées. Donc s'il vous plaît, ce que lui il explique, et il en donne, c'est la première personne au monde à avoir fait, à ma connaissance, un détail aussi abouti sur les tortures dont il a été victime. Il a donné des noms, si vous voulez, à chaque attaque, type d'attaque qu'on lui faisait subir.
Et en fait, on retrouve les mêmes dans un rapport d'Amnesty International en 1990. Et je suis désolée, c'est juste carrément dingue encore une fois, de constater qu'il y a le maintien de quelque chose qui paraît absolument invraisemblable. On en avait parlé, notamment quand il était question, voilà, des ELF. J'en avais parlé dans une autre émission de tout ce qui est effet de frais. Alors ou je sais plus si j'en avais parlé, mais en tout cas, je l'ai mis dans mes 2 ouvrages. Et c'est pour ça que j'ai l'impression de vous en avoir tous parlé, de vous avoir rebattu les oreilles sur le sujet. L'effet de frais, qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, quand vous travaillez trop longtemps près d'un radar, même vous êtes élevé en tant que gamin près d'un radar, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez avoir une sensibilité accrue aux ondes électriques et magnétiques. Et en fait, c'est un phénomène que nous n'expliquons pas encore. Pourquoi? Parce que c'est comme une mutation que vous avez qui vous rend, on peut pas dire télépathe, mais pratiquement. On peut vous envoyer un message en termes de, qu'on appellerait ça, codé en morse, très facilement, puisque vous avez le tympan qui a muté, ou en tout cas qui a changé, qui vous rend sensible, et vous l'entendrez comme si on vous parlait fondamentalement à l'oreille. Ça, c'est quelque chose qui est capital, encore une fois, de se dire, est-ce que Monsieur Tilly Matthews, quand il dit on me parle, il n'a jamais dit si on lui parlait avec des mots, ou si on lui envoyait des messages, comment dire, avec du code morse, parce que d'ailleurs, il explique bien, en fait. Souvent, il le dit, on m'envoie des messages par morse, dans ma cuisse, on tapote, et ça, si vous voulez, pour moi, quand on parle de l'effet de frais et de ce qui est arrivé à Matthews, c'est une évidence, c'est clair et c'est cohérent. D'autre part, on avait également, je pense, je vous l'ai évoqué dans une émission, je vous rebattrai pas les oreilles trop longtemps avec, mais ces inventions du MIT qui ont bien été déclassifiées, qui sont des canons soniques, qui, on le sait aujourd'hui, encore une fois, je vous renvoie à l'excellent rapport d'Amnesty International, les armes soniques sont une réalité. Donc encore une fois, c'est ce qu'on pouvait qualifier à l'époque d'une sorte d'anticipation et de rêverie pour Monsieur Matthews, là, se confirme. Et en termes de technologie, c'est pas bien différent et pas bien plus compliqué, ce qui est mis en œuvre aujourd'hui. Aujourd'hui, on nous donne encore une fois l'impression d'un développement technologique largement supérieur et différent. C'est les mêmes éléments, ce sont les mêmes éléments, sauf que là, c'est affirmé, c'est démontré par une association qui a aucun intérêt, si vous voulez, à vous raconter trop de choses. Moi, ce qui me semble être clair par cette idée de Heirloom, c'est qu'on est face à quelque chose qui m'a fait vraiment... C'est une découverte un petit peu brutale pour moi. On parle d'un cerveau non humain. Et ça, les cerveaux non humains, le terme, pour mon avis, vous paraît barbare, vous paraît peut-être même un petit peu, comment dire, excessif, voire science-fiction. Juste pour vous montrer, là, on parle d'un ouvrage publié en 1970, hein, c'est pas tout neuf. Qu'est-ce qu'un cerveau non humain? On parle des tout premiers protocoles d'ordinateur. Alors effectivement, les ordinateurs, pour vous, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pièces informatiques miniaturisées qui donnent une impression, là aussi, que ce serait irréalisable à d'autres époques. On remet ensemble les pendules à l'heure. Qu'est-ce qui a permis d'envoyer des hommes dans l'espace? Et je veux pas qu'on me raconte que cet événement n'a jamais eu lieu. Vous faites ce que vous voulez après avec votre cerveau, mais moi, le mien, il faut bien que voilà, ça se tienne ce raisonnement. On l'a fait avec des petits ordinateurs, avec des spaghettis comme ça, avec des ordinateurs, pardonnez-moi, où on tricotait littéralement les programmes. Donc en quoi est-ce différent de ce qu'expliquait Tilly Matthews avec son témoignage du Heirloom? Ce n'est absolument pas différent. Et l'on retrouve encore une fois, même si lui n'a pas parlé des choses qui volaient dans le ciel, les personnes dont Tiberius Caballo, pardonnez-moi, qui étaient derrière cette machine étrange qui ressemble à un proto-ordinateur, étaient bien des experts en en dirigeable, proto-drone, des dirigeables, on va dire, contrôlés à distance par des ELF. On a à nouveau tous les éléments mis ensemble. Je vous dis pas, et ne retenez pas de cette émission que je crois que toute personne abductée n'est en réalité qu'un jouet aux mains d'une sorte de Heirloom. Pas du tout, je pense qu'il y a bien quelque chose derrière et on va en parler en long, en large, en travers, que ce soit dans les émissions consacrées OVNI ou dans cet ouvrage si vous avez envie de vous y pencher. Sachez qu'encore une fois, quand on vous dit c'était pas possible, il n'y avait pas la technologie, grâce à ce que je viens de vous proposer et que vous pouvez aller vérifier vous-même, c'était tout à fait possible. Et c'est important de le rappeler parce que, excusez-moi de vous le dire, je crois que personne ne l'a dit dans le milieu francophone. Et pourtant, les infos, j'insiste, sont là depuis 1800 et des brouettes. On aurait dû tous en parler, et ce, depuis bien longtemps. Effectivement, là, tu portes à notre connaissance des infos que je suis sûr 99% d'entre nous n'avaient pas sur la capacité qu'avaient certains scientifiques à une époque qu'on estime antédiluvienne, alors qu'on est au XVIIIe siècle, à développer des appareils. Moi, j'aurais quelques questions avant qu'on Oui. termine cette émission, Anaëlle. La première concerne la nature des messages, des informations, des influences qu'aurait reçu Tilly Matthews. Est-ce qu'il donne des descriptifs?
sur l'impact qu'a eu cette machine sur lui en termes d'informations transmises à son esprit. Oui, et c'est là que je dirais que ça le rend encore plus crédible, ce monsieur. Il expliquait qu'on le persécutait parce qu'il avait eu des informations stratégiques, mais il dit jamais lesquelles. Du côté des Français, qu'il avait acquis des infos, ce qui aurait pu être tout simplement, je sais pas, la présence de forts contre forts, de mesures purement stratégiques, et qu'en fait, il devait se taire, et que pour ça, on allait le tuer, et on allait le tuer à distance, et si on n'arrivait pas à le tuer, parce qu'apparemment, et c'est encore plus attachant et vraisemblable, euh, ils arrivent pas à le tuer. Apparemment, ils sont soit pato avec la machine, soit là une petite malfonction. Ils essayent de le tuer à distance avec notamment ce qu'il appelle un nutscracker, le truc où on est censé le faire exploser de l'intérieur et ça marche pas. Alors on ne sait pas pourquoi. Est-ce que parce que c'est peut-être aussi voilà que du vent, ils essaient de lui faire peur, ils y arrivent pas. Ils le persécutent, ils l'empêchent de dormir, ils lui disent qu'ils vont le tuer sans arrêt, qu'ils vont tuer sa famille. C'est une tentative d'intimidation, ce qu'on appellerait aujourd'hui de ce point de vue-là. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est de constater que lui s'en fait jamais pour lui, Monsieur Tully Matthews. Moi, vous voulez me tuer, en gros, allez-y. Enfin, au lieu de me faire un teasing comme ça, allez-y, faites de votre mieux, parce que clairement, vous mettez du temps et me faites pas trop souffrir parce que ça fait vraiment mal ce que vous faites. Il le dit souvent. On me fait mal et je voudrais que ça s'arrête. C'est pas un objet de plaisir, hein, j'insiste, c'est important. Le heirloom, pour lui, c'est un truc de persécution, donc il n'y avait aucun plaisir à vivre cette expérience. Ça n'était pas glorifiant non plus. Il passait, excusez-moi encore une fois, pour un con. C'était un mec d'un certain milieu qui se retrouvait à devoir dire qu'il vivait des expériences extrêmement avilissantes, surtout quand il était aux mains de qu'on appelle ça, de ce gang qu'il appelle le gang du heirloom, ceux qui ont la machine. Et d'autre part, il ne serait pas la seule victime. C'est ça qui est très intéressant. Il dit, c'est une machine qui en plus permet d'écouter les pensées des autres. Alors ça, c'est un délire assez courant qu'on retrouve de tout temps, si vous voulez, chez l'être humain. Je dis délire dans le sens où il y a des gens avérément qui ont eu des problèmes d'ordre psychiatrique qui leur faisait croire que cette histoire de pensée, voilà, on pouvait s'entendre, etc. Bien que je crois fondamentalement en la capacité du cerveau à faire plein de choses inédites, lui, il disait, il y en a d'autres. Et je peux vous dire où ils sont, dont une personne qui est enchaînée dans tel endroit et qui est torturée avec la heirloom. Il donnait des détails franchement invraisemblables, si vous voulez. C'est une Française, elle a 30 ans, elle est habillée comme ceci, elle me dit qu'elle s'appelle comme cela. Je veux dire, quel intérêt, si vous voulez. C'est pas ni grandiloquent. Franchement, il est hyper crédible. Le témoignage de Tilly Matthews lui vaudra finalement, donc l'année précédant sa mort, d'être extrait de Bethléem pour aller dans un autre hôpital psychiatrique dans lequel il a été enfermé. Il est mort seulement 1 an plus tard, je pense très clairement des suites des mauvais traitements qu'il aura subis là-bas. C'est assez triste, parce qu'il n'a jamais voulu céder un iota sur la vérité, sur son témoignage, en disant qu'il n'y avait pas que lui qui était en danger, que c'était un risque aussi pour sa nation à lui, que toute la nation en fait était en danger, et que si cette technologie existait véritablement, alors l'humanité courait à sa perte, parce que si on pouvait faire de telles choses impunément, puisqu'il n'y a pas de traces, c'est pas comme un coup de couteau, si vous voulez, il n'y a pas d'enquête possible sur une arme sonique, et c'est bien ce qu'explique, et excusez-moi de parler d'eux en boucle, mais d'Amnesty International. C'est important de comprendre que si une telle technologie existe avérément, qu'elle peut agir en présence et à distance, on est face à un truc absolument énorme et à côté duquel on serait évidemment passé, puisque ce témoignage nous est parvenu, mais extraordinairement lacunaire encore une fois. Et ce, je le rappelle, dès la fin du XVIIIe siècle. On est en 2025, donc il y a plus de 225 années, 250 années à peu près. Imaginons le bon. Est-ce qu'on pourrait émettre l'hypothèse que Heirloom soit les prémices de programmes secrets qui ne le sont plus aujourd'hui, tels que ceux qui sont popularisés aujourd'hui dans le narratif moderne, comme le projet MKUltra? C'est tout à fait exact, et c'est là où je veux en venir. C'est que tout ça, comme l'unité 741, elle n'est pas arrivée ex nihilo. Toutes ces démarches. Donc voilà, on va remettre dans le bon ordre maintenant qu'on peut le dire. Heirloom, Unité 741, MK, et puis tous les autres programmes, peut-être même Immaculate Constellation. Nous en apprendrons davantage au fur et à mesure des émissions. Mais clairement, oui, ça ne sort pas ex nihilo, ça vient de quelque part. Et c'est important parce que sinon, on se dit, tiens, il y a des sortes de technologies magiques qui arrivent de n'importe où. Alors, remettons quand même les choses en perspective. Je suis quand même partisane, pas ultra zélée, mais partisane de la théorie selon laquelle l'électricité a été redécouverte à de nombreuses reprises, et que peut-être la technologie sur laquelle s'appuie Heirloom, je dis bien peut-être, n'est peut-être pas tout à fait humaine. Mais peu importe, ça c'est pas le débat. Le débat aujourd'hui, c'est de vous apporter le fait qu'elle existe et a existé bel et bien, et qu'elle a pu être utilisée depuis bien plus longtemps qu'on ne peut le croire. Anaëlle, un grand merci pour, j'ai envie de dire, cette petite mise en bouche sur cet ouvrage, OVNI et extraterrestres au service de l'État. C'est vraiment
voilà, que je parle de mise en bouche parce que vous allez voir au fil des mois, et puis j'espère sincèrement très rapidement au fil de votre lecture et à travers les émissions qu'on vous proposera dans les prochains mois, bah, la pelote se dérouler sous vos yeux, qui, je l'espère, vous amènera encore une fois à prendre un peu de recul sur le narratif OVNI. En tout cas, ce soir, on quitte cette émission, pas avec des certitudes, mais j'espère tous en se posant la question, n'y a-t-il pas bien longtemps, et bien plus longtemps que ce que nous le pensions, des technologies en place qui peuvent nous mettre un écran de fumée devant les yeux et nous faire passer des vessies pour des lanternes qui, elles, ne sont pas thaïlandaises. Merci Guillaume, c'était parfait. Anaël, un grand merci. On te retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte autour de cet ouvrage. Et encore une fois, merci infiniment de partager tout ça avec nous. C'est extrêmement rare des auteurs qui viennent et qui, au fur et à mesure des émissions, nous dévoilent pas l'intégralité, mais une immense partie, je vous le dis, de leurs travaux. Donc là aussi, je tiens vraiment à te remercier infiniment de faire profiter de tout ça aux Nuréens. Et j'espère te retrouver très prochainement sur notre antenne. Du fond du cœur, merci à toi Guillaume, merci à Nurea TV, merci aux Nuréens qui nous auront suivis tout au long de cette émission. Et surtout, voilà, comprenez-moi bien, l'idée c'est de vous apporter des éléments, vous en faites ce que vous voulez. J'ai juste envie de restaurer un petit peu plus de liberté de pensée dans ce milieu qui parfois se renferme sur lui-même et ce serait fondamentalement nuisible. Merci infiniment, les Nuréens, merci à vous, merci d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Petit mot de passe, si vous avez suivi l'émission dans son intégralité et que vous arrivez jusqu'à ce moment-là, n'hésitez pas dans les commentaires, vous nous mettez le mot de passe AIRLOOM, AIRLOOM, et comme ça on saura que vous nous avez suivis tout au long de l'émission. Moi je vous souhaite une belle fin de soirée, je vous rappelle cet ouvrage, OVNI et extraterrestres au service de l'État, il est déjà disponible, donc n'hésitez pas, foncez dessus. On se retrouve très prochainement sur l'antenne de Nurea. D'ici là, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À très bientôt tout le monde. Ciao!